Bonjour, bienvenue dans Roule à toi, le magazine de la culture surf en Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire de ce premier numéro de l'année, gros plan sur un prodige très attendu en 2022. Il s'agit de Gillian Guérin. Le surf, une très longue histoire dans la région où la nostalgie, vous le verrez, n'est jamais très loin. Et dans notre rubrique à 360, gros plan sur le windsurf sur l'île d'Oléron. Mais en attendant, on commence comme chaque mois par toutes les images de la planète surf. Le joli cadeau de Noël de Justine Dupont. Dans des vagues d'une quinzaine de mètres, la Girondine remporte pour la deuxième fois consécutive le trophée de la meilleure surfeuse lors du challenge de Nazaré, mi-décembre. Kaolivast, toujours plus haut. Le prodige tahitien n'en finit plus de voler. Fin d'année 2021 à oublier pour Michel Bourez. Après 13 ans au plus haut niveau et une 5e place au dernier JO, il quitte l'élite mondiale. D'une année à l'autre, un tube landais qui frôle la perfection, le tube, vu de l'intérieur par Vincent Duvignac. « 2021 était une année historique pour le surf avec l'entrée aux Jeux Olympiques. Désormais, tous les regards sont tournés vers Paris 2024, notamment ceux de la Fédération française. Bonjour Michel, merci de nous accueillir ici au siège de la Fédération française de surf. Alors la pandémie a raccourci le délai entre deux Olympiades. Paris 2024, c'est dans 2 ans, hein. On est en tout début d'année. C'est pas simplement un mot, Paris 2024, la Fédé de surf, vous, équipe de France, structure, vous y êtes vraiment là concrètement? Ah oui, il a fallu basculer très très vite. Alors là, avec l'agence du sport, on est sur les bilans de Tokyo, bien évidemment, il y a une certaine logique à ça. On fait les bilans pour essayer de faire plus et mieux pour les prochains JO. C'est un endroit particulier où se dérouleront les épreuves, donc Tahiti, la vague de Tiopo. On prend bien évidemment ce critère en considération pour préparer les équipes. Par exemple, on sera assez souvent, aussi souvent comme on le pourra, on sera à Tiopo avec nos seniors pour qu'ils s'acculturent à cette vague. Il y en a qui sont déjà sur place quasiment, hein, donc pour cela la vague est connue et reconnue. Alors à Tokyo, au JO, la médaille n'était pas si loin. Michel Bourez a fini 5e, ça sera évidemment l'objectif. Oui, bien sûr. Pour tous les Français, on est à Paris, on est en France, on est donc à Tahiti. Il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement, il faut qu'on ramène ces médailles-là. Je pense que le fait de surfer à Tiopo, ça sera un avantage pour nos surfeurs, quand, encore une fois, certains sont aguerris et d'autres, on va les amener pour qu'ils s'aguerrissent encore un petit peu plus. Donc il faut vraiment profiter de cet avantage pour aller chercher les médailles. Alors en ce début d'année, il y a un changement de génération dans le CT au niveau masculin, avec la retraite de Jérémy Flores, Michel Bourez qui n'est plus sur le CT après 13 saisons consécutives. C'est une page qui se tourne, de voir que chez les hommes, on n'est plus dans le CT pour l'instant. Oui, on le savait un petit peu. On savait un petit peu qu'on arrivait avec nos 2 leaders un peu en fin de carrière. Bon, Jérémy l'a annoncé, Michel, d'un point de vue effectif, ne veut pas quitter la scène parce qu'il y a Tahiti dans 3 ans. Et ensuite, on regarde derrière les jeunes qui poussent. Ou moins jeunes d'ailleurs, des gens comme Johan Duru qui sont des habitués du circuit, qu'ils ont quitté il y a 2 ans, mais qui sont habitués du circuit, et notamment de la vague de Tiopo, et tout à fait performants dans tout type de vague, et puis d'autres plus jeunes qui peuvent arriver. On pense notamment, forcément on pense à Kaolivast, qui est un natif de Tiopo, de la presqu'île de Tiopo, qui habite en face de la vague depuis qu'il est né.
et qui a montré qu'il était tout à fait polyvalent sur tout type de vague. Bon, il est encore jeune, hein, il a tout juste 20 ans, il faut l'accompagner sur les circuits professionnels pour qu'il fasse ses armes, et puis pour que lui aussi puisse prétendre à une sélection, comme un de ses collègues, Mimiana Braille, qui est aussi un Tahitien qui monte. Voilà. Et puis après, il y a les métropolitains et les domiens hors Tahiti, donc la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Tous ces gens-là, on a un collectif aujourd'hui qu'on essaie de former pour qu'ils puissent être sélectionnables, en tout cas, qu'ils puissent postuler dans 3 ans. Merci Michel Plateau d'avoir balayé avec nous tous les sujets d'actualité du surf et puis bonne année 2022. Merci. Merci, bonne année à vous. Merci. Paris 2024, l'un des grands objectifs de la carrière de Kilian Guérin, prodige annoncé depuis son plus jeune âge. Regardez. Comme si tout était facile. 3 mètres, solide. Du surf de costaud au plus technique, peu importe. Kilian Guérin, 1,45 m, a tout d'un grand, déjà. J'essaie d'être comme un enfant normal, mais quand même avec une petite vie pas normale, quoi. Ça, effectivement, pas tout à fait commun. Poussé par papa à 4 ans, le petit grandit sur l'océan entre le Costa Rica, pays d'adoption de la famille, et la France. Un lot de 16 DVD coûte 93 €. Retour à Seignos. Le vainqueur du Pichun Trophy suit des cours par correspondance avec le CNED. Cette opération, validée par l'inspection académique des Landes, permet au garçon qui passe en 5e d'ancrer sa vie autour des vagues. C'est important. Je l'accompagne, je suis professeur, mais je ne me projette pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit des super moments ensemble, je crois. Des fois, on est un peu... Mais après l'essentiel, vraiment, c'est de l'aider à vivre son rêve, quoi. Et de ne pas vivre un rêve personnel à travers lui. Le rêve, c'est ça, ou plutôt le luxe, à 12 ans de surfer quand on veut. 3 sponsors majeurs ont pris Kilian sous leur coupe. Entraînement en apnée, du physique, des étirements, tout comme un pro, sous l'œil quand même des parents. Enfin, pas tout le temps, non plus. Je suis pas souvent là pendant les compétitions, quand c'est gros. J'évite parce que j'arrive pas à gérer ça encore, quoi. Oui, Kilian aime le surf de gros, entendez de grosses vagues, capable de se jeter là-dedans sans hésiter, de tenir la ligne et, le cas échéant, d'encaisser. Depuis que je suis petit, j'aime prendre des grosses vagues, l'adrénaline. Aussi là, la frayeur quand tu tombes et quand tu ramasses l'essai dans la gueule. Et après, l'adrénaline du drop, quand la vitesse, le temps, tout ça, plein de facteurs qui sont juste incroyables. Alors, le petit bonhomme prend conseil encore pour progresser auprès de références. Gauthier Garanx, le basque, dompteur et roi de Bellara, plus de 15 mètres surfés en décembre 2013. Kilian Guérin veut un jour jouer dans cette cour-là. Il est juste incroyable. Moi, je crois qu'à son âge, je ne savais pas surfer. Il a le mental pour le faire, il a le bagage technique, donc il ne peut que y arriver pour moi. Je voudrais être surfeur de gros, comme Gauthier. Et après, j'aimerais bien être surfeur pro aussi. Et si je peux être une fois ou plusieurs fois champion du monde, voir. Un talent fou, Kilian Guérin est donc parti pour assurer la relève et tout le reste. Bonjour Kilian, merci de nous accueillir ici chez vous à Seignos. C'est un jour pas de surf aujourd'hui. Ah là c'est un bon jour d'hiver, sous la pluie et sous le vent, donc ouais, on reste au chaud à la maison. C'est un jour perdu pour vous, un jour sans surf ou pas? C'est pas un jour perdu, il y a toujours des trucs à faire, que ce soit des entraînements ou alors même d'autres choses à faire et tout, mais après c'est sûr que c'est un jour un peu plus chiant et ennuyant, on va dire, qu'on n'a pas le surf. Alors c'est votre vie, votre passion, votre job, votre métier. Est-ce que c'est tout ça en fait, mélangé, ou c'est juste vraiment une passion forte, un besoin fondamental? Surf, avant tout, c'est une passion, c'est un sport que je pratique parce que je le kiffe et c'est un sport vraiment dans lequel je suis tombé amoureux. Et en grandissant, c'est aussi un sport qui est devenu mon mode de vie en quelque sorte. Qu'est-ce que vous aimez dans le surf? La vitesse aussi? Dans le surf, il y a la vitesse d'être la vitesse sur la vague quand tu surfes, la sensation du flow.
l'énergie aussi de l'océan et l'énergie que la vague peut te procurer. Et tu as la sensation du toucher, la sensation un peu, enfin tu as l'odorat, tu as plein de sensations et d'énergie et toute une vibe un peu en quelque sorte autour qui est vraiment ouf. Alors vous aimez le gros aussi, hein, le surf de gros, Ouais. ce qui amuse un peu moins votre mère, hein, je crois. Les parents sont moins sereins quand il y a 4 mètres que quand il y a 1 mètre, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous pousse à aller défier ces monstres liquides? Parce que ce sont vraiment des monstres liquides. L'adrénaline. Pour moi, l'adrénaline, c'est aussi ce qui te fait te sentir vivant. Et quand c'est gros comme ça, quand tu dépasses un peu tes limites, ben, tu as tellement ce mélange, en fait, on va dire ce cocktail d'émotions où tu as l'envie, tu as l'adrénaline qui est avec toi, tu as la peur, tu as tout qui se mélange et ça fait juste un cocktail de ouf, quoi, en fait, au final, quoi. Donc, ouais, à la fin, après une longue journée, une grosse journée de gros, je sais que moi, je sors de ça, je suis surboosté, je saute partout, j'ai le smile. T'es là, wouh, c'est bon. Et ça, je l'ai pas quand il y a 1 mètre comme sensation. Par contre, quand il y a 4 mètres ou 5 mètres ou plus, ouais, là, tu sens que t'es en vie, quoi. Vous avez un souvenir déjà de vagues incroyables ou pas? Vous n'avez que 18 ans, il y a le temps, mais est-ce qu'il y a déjà dans tout ce que vous avez surfé quelque chose? Alors, un jour magique ou une session magique? J'ai quelques souvenirs de quand j'étais plus petit. J'ai un souvenir en Indonésie où justement, je me rappelle, le matin, on était arrivé, c'était à Thunderleft, un spot au Mentawai. Et il y avait 2 mètres à peu près le matin et ça devait grossir dans la journée et ça devait finir à 4-5 mètres en fin de journée. Et le matin, moi, je commence à surfer, j'ai pas mal de bonnes vagues, je pars un peu dans un excès de confiance où je me sens intouchable et je prends beaucoup de vagues, je commence un peu à me précipiter, tout ça et tout. Je commets une erreur, je prends une bonne bouffe sur une vague. Derrière, il y a le plus gros set de la matinée qui passe, qui me ramasse sur le récif. Et j'ai pris une grosse frayeur. Je pensais vraiment que j'allais à moitié me noyer parce que j'ai pris 3-4 vagues de 4 mètres dans la tête. J'avais 11 ans ou 12 ans, un truc comme ça, donc j'étais tout petit. Et j'étais là en train de manger dans le récif, tout ça et tout. Et ça m'a mis vraiment un coup au moral. Et j'ai pas surfé de la journée alors que les vagues étaient parfaites. Et le soir au sunset, je me suis dit, bon, allez là, c'est bon, tu peux pas rester sur ça. Il faut repartir et essayer de surmonter tout ça. Et je suis rentré dans l'eau, j'ai mis du temps à prendre ma première vague. Et la première vague, j'étais très loin au large. Première vague, il y a la plus grosse vague de la journée qui est passée. Et je me suis dit, allez, bon, celle-là, c'est celle-là. Tête en bas, je me suis mis à ramer et je suis parti. J'ai eu un ride de ouf. Et au final, j'ai eu une émotion qui est arrivée. Voilà, j'ai eu ce boost d'adrénaline, de joie, d'euphorie qui est venu. C'était Johan et PV, je crois, qui étaient en jet ski. Ouais. Je me suis un peu imposé. Cette partie-là, tu as j'étais dedans. Avec ses chocolate candy. Genre justement au bord en train de te regarder. Avec les devant et toi derrière en train de faire allez go. J'étais là, j'ai vraiment espéré qu'il passait parce que sinon il était pas bien. Déjà qu'en plus il avait pris une branlée avant, il était pas très bien. Là je pense qu'il bouffait celle-là, il était en PLS. Récemment là, on a eu une journée incroyable de surf à la maison. Et j'ai eu la chance de scorer une des meilleures vagues de ma vie au Segor. Et je me rappelle, voilà, les vagues étaient solides. La veille, moi, j'ai pris quelques bonnes bouffes un peu, où les vagues étaient assez solides, donc j'avais bien bouffé. Et là, ce jour-là, c'était gros, on était très peu à la rame. Moi, je faisais partie des premiers à la rame. T'avais pas les gars encore d'ici en jet qui arrivaient. Les locaux, un peu mes potes, regardaient, hésitaient à aller dans l'eau. Et moi, j'ai scoré cette grosse droite où la vague d'avant, j'avais fait un haut bas, donc j'avais bien bouffé. Et je me suis dit, là, il faut pas tomber, il faut réussir ta vague. Tu t'es chié sur la vague d'avant, il faut la réussir. Et là celle-là, il y a eu le gros drop qui est passé avec le tube derrière. Et à la sortie du tube, c'était juste une explosion de joie et une grosse bouffée d'adrénaline. Et je me rappelle remontant au pic où ça y est, j'étais à fond et je me suis dit, bon là, respire un coup, redescends, redeviens plus serein et calme. Parce que si tu pars en excès comme ça, tu sais très bien que tu vas faire une erreur et tu peux te faire mal. Donc redescends un peu, garde ces émotions, mais redescends un peu. Et après, en sortant de l'eau, là, j'ai laissé exploser la joie. Petit, il y a quelques années, vous vouliez être champion du monde. Quand vous vous demandez quel était votre rêve, vous aviez 11 ans, 12 ans. Il est toujours en tête ce rêve ou pas? Ce rêve, il est toujours en tête. C'est un rêve de gosse et je grandis et je reste toujours un petit gosse, donc c'est bon. Mais ouais, là, sur le long terme, on va dire, tu as les 3 objectifs qui sont atteindre le WCT et devenir champion du monde. Et le nouvel objectif qui s'est mis en tête il y a quelques années avec l'arrivée du surf aux Jeux Olympiques. Je pense que les Jeux 2024 à Paris, ça peut être une chance exceptionnelle. Donc, ouais, il y a ce nouvel objectif qui est quand même très, très important aussi dans ma vie. Surtout qu'en plus, aussi, les Jeux, pour moi, c'est un peu un objectif où je me dis que si je suis aux Jeux ou que si je suis très proche de me qualifier aux Jeux, c'est-à-dire que physiquement, mentalement et techniquement à côté, je serai au top. Donc, pour moi, c'est ces 3 ans-là à tout donner et à voir ce que ça va donner, quoi. Eh bien, on vous le souhaite, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Kylian, d'avoir répondu à nos questions. Et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2022. Merci. Merci, c'est cool.
Le surf, une culture, une identité et une histoire, où la nostalgie n'est jamais très loin. Exemple, au Pays Basque. Vous voyez ce magazine de Stéphanie Deschamps et de Fabien Cordier. C'était une époque où à Biarritz, Jane Mansfield faisait grimper la température. Claude François sirotait un cocktail assis sur un surf. Et les Harlem Globetrotters s'éclataient sur des cartes à anglettes. Une époque où les surfeurs étaient déjà les rois de la côte basque. Les années 60, ces quatre-là en ont bien profité. Alain Béguet, Michel Collat, Michel Clos et René Béguet, les beaux gosses de la côte des Basques, héros du livre Biarritz 60s, immortalisé par René lui-même dès 1963 avec son appareil photo. Ça résume tout, les copains, le surf, les filles, la bagnole, voilà, tout y est. À Biarritz, c'était très simple pour se retrouver. C'est la côte des Basques dans la journée, le tour des plages, la grande plage, le Port-Vieux, on arrivait à la côte des Basques, on repartait dans l'autre sens. Et une fois qu'on avait fait le tour des plages, on avait nécessairement rencontré tous les copains. Le surf, c'était le pied. Sur les miens, voyons, avec cet écartement caractéristique de mes pieds que tu as là aussi. Peu de monde à l'eau, mais déjà des petites rivalités. Michel Clos, par exemple, avait un peu de mal à s'imposer dans les tout jeunes championnats de France. 67, la finale que j'ai pas gagnée parce que ce coquin-là était le meilleur de tous, c'était Jean-Marie Lartigot. Mais il m'a toujours battu. Moi, j'ai toujours été le poulidor du surf. J'ai toujours été second. On vivait dans la Cadillac et c'était la voiture de la bande. C'est sûr qu'il y a que moi qui la conduisais quand même. Hein. Alain Béguet, le frère aîné de René, était un peu le chef d'une bande qui a suivi la voie ouverte par les tontons surfeurs dans les années 50. On était mieux que les tontons surfeurs. Parce que nous, on avait déjà une idée de ne pas trop travailler, de faire que du surf. Tandis qu'eux, ils avaient un travail, ils venaient au surf. Tandis que nous, on n'était pas très chauds déjà pour le travail. On était déjà dans l'esprit du surfeur actuel. Et quand il n'y avait pas de vagues surfables, les garçons trouvaient à s'occuper. On pouvait effectivement torer des amicis. C'est vrai qu'on faisait un peu n'importe quoi, mais tout en étant heureux de vivre. Et on était surtout tranquille et libre de faire ce qu'on voulait. Le surf, c'était une petite famille, surtout par rapport à ce que maintenant on s'entretue pour avoir une vague. Là, on s'appelait en disant il y a des vagues là, il y a des vagues là. Et puis, voilà. Vous regardiez un peu les filles aussi, d'après le bouquin. Ben oui, un peu. Enfin, bon, quand elles passaient, elles nous regardaient beaucoup. Liberté et insouciance, des temps heureux photographiés par René Béguet, dont la collection frôle les 10 000 images. Ça, c'est la fameuse photo. Alors, je suis dans les chachis ici. Les chachis, c'est des trucs qui piquent énormément. En maillot de bain, évidemment. Et tous les copains qui sont dedans sont sur le côté pour essayer de faire pencher la Cadillac dans le virage, qui était un peu compliqué. Aujourd'hui, on aurait quelques difficultés à faire la même chose pour aller de Biarritz à la barre, à 25 dans une voiture, donc 10 dehors. Lui aussi a été le témoin privilégié d'une décennie où tout était possible. Jacques Dupin a ouvert le premier surf shop d'Anglet en 1976 à la Chambre d'Amour. On avait une tranquillité, on avait tout ça pour nous devant. Pour moi, c'était un lieu de vie plus qu'une expérience commerciale. Il y avait déjà des Bretons, des Normands, des Marseillais qui avaient entendu parler du surf ou qui avaient vu des images en Californie ou ailleurs. À l'époque, Jacques renonce à devenir architecte pour se consacrer au surf qu'il a découvert à Anglet en 1964. Il va tenir le Waimea Surf Shop jusqu'en 1989. Désormais, c'est Chabi, son ancien employé, qui en est le patron. Tout petit, je voyais passer Jackie avec des surfeurs comme Tom Curren. Dans toute la mecque du surf venait chez lui.
Ami de surfeurs légendaires comme Mickey Dora et Tom Curren, Jacques conserve chez lui quelques planches collector. C'est une planche qui a été faite à Santa Barbara, où vit Tom Curren actuellement. Et c'était vraiment des shapers emblématiques californiens des années 80, 70-80. Donc ça, c'est la dernière planche de Mickey Dora. Jacques, qui a appris à surfer avec ses copains d'Anglette, avait un spot de prédilection, celui de la barre, avant la construction de la digue, une vague mythique aujourd'hui disparue. C'est une jolie gauche qui creusait bien, qui était une belle vague à surfer et qui était vraiment, on descendait la vague, on faisait un virage et si on arrivait à se mettre un petit peu en travers, on essayait de garder la vague le plus longtemps possible. Une époque bénie où l'on pouvait encore surfer en solitaire. Il fait presque un temps idéal pour le windsurf. Gros plan sur cette discipline très spectaculaire à l'île d'Oléron. C'est notre rubrique à 360, vue de l'intérieur. Bonjour, je m'appelle Jean-Math, on est sur l'île d'Oléron. Moi je suis prof de maths et le windsurf c'est mon petit plaisir quand j'ai un peu de temps. Donc aujourd'hui on est dans la baie de la Péroche. Jolie vague, un peu de vent. Et je vais vous faire partager cette session de windsurf. Allez, on va aller se placer au pic. Hop, petite vague. Fais un petit jump. Wouh! Donc, ce qui est bien dans le windsurf, c'est la possibilité de sauter à l'allée et de surfer au retour. On s'ennuie pas. Allez, c'est le surf. Jolie vague. On va essayer de trouver une vague un peu raide pour faire un backloop. C'était un backloop. Il y a plusieurs façons de faire des rotations arrière, c'en est une. Donc là, elle mousse déjà. Hop de lip. Allez, donc là c'est comme en surf en fait. On utilise la planche et pas la voile. Du moins on l'utilise moins. Bottom turn. Hop, et on va faire le virage en haut. Hop, voilà. Virage, on va. Petit backloop. Donc la sensation qui est sympa, c'est quand on engage le rail, on fait un beau virage sur le rail et on vient de taper à l'aile. C'est la fin de cette Oula Toua. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois, début février. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien.